Mais disons de 95 à 2022, ben on a les chiffres très précis. Puis ce qu'on a trouvé, c'est que c'est 2,8 milliards à peu près qui ont été dépensés pour renforcer l'anglais au Québec. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que le député fédéral du Bloc québécois et j'ai nommé Mario Beaulieu. Ben oui, on est rendu big esti au podcast, on en reçoit des députés fédérales aussi. Fait que bravo, un gros merci à Mario Beaulieu d'être venu au WhatsApp pour nous parler entre autres de son étude qu'il a fait qui montre très clairement que le gouvernement fédéral, comment il utilise nos impôts pour financer et renforcer l'anglais au Québec. Fait qu'il nous parle de son étude, il nous parle des chiffres, des statistiques, mais aussi il nous parle du déclin du français. Puis ça, il nous donne beaucoup de statistiques, mais il vulgarise quand même très bien. Fait qu'il arrive à nous parler de ça. Il y a beaucoup d'informations. C'est un podcast un petit peu plus théorique, c'est ça, politique que d'habitude, mais je trouve que ça reste un sujet qui est énormément pertinent, qui est énormément important de jaser, de clarifier les faits, hein, de savoir qu'est-ce qui se passe, dans quel avenir on s'en va. Ça fait quand même très peur, mais bref, il y a quand même des solutions qui s'offrent à nous. Fait que bref, un gros merci à Mario Beaulieu d'être venu nous parler de tout ça en long et en large. Fait que ça va être ça pour cette semaine, mais juste avant, je vous laisse écouter le podcast, juste rappeler et dire un gros merci à mes commanditaires de cette semaine et j'ai nommé les cafetières Bellucci et procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci de commanditer le podcast cette semaine. Les cafetières Bellucci, d'excellentes cafetières, la haute gamme des cafetières, hein? Comment bien commencer une journée? Ben c'est avec un excellent café, puis pour ça, il vous faut une excellente cafetière, et ici, c'est les cafetières Bellucci! Et si vous voulez vous en acheter une, faites affaire avec procafetière.ca. Allez les voir dans leur local à Varennes. C'est du monde super cool, sympathique, efficace, qui donne un excellent service. Ou sinon, vous pouvez toujours aller sur leur site internet au procafetière.ca pour toute commande de 75$ et plus. Il offre la livraison gratuite. Fait que bref, un gros merci à mes commanditaires de cette semaine. Et juste avant, je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler que si vous voulez m'aider moi, vous pouvez devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a plusieurs forfaits, il y en a à 3-4 piastres, puis pour vous autres, ça fait pas grand chose, puis pour moi, ça fait toute la différence. En plus, ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance, tout mon stock que je donne qui est exclusif à mes membres Patreon. C'est vous autres, vous allez avoir accès. Puis ou sinon, si vous voulez m'aider, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un petit pouce en l'air, écrivez dans les commentaires, écrivez le déclin du français, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle dans le podcast. Puis je trouve ça tellement triste, mais en même temps, je trouve ça beau de voir que y a plein de monde qui veulent se battre, qui veulent défendre le français au Québec, puis ils veulent que ça continue, que ça perdure dans le temps. Fait que bref, écrivez ça dans les commentaires, déclin du français. Et moi, ça va m'aider avec les algorithmes YouTube. Fait que sur ça, merci beaucoup tout le monde de m'écouter. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. J'aimerais dire en commençant un gros merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Aujourd'hui, très content de le recevoir, Mario Beaulieu, député fédéral de la Pointe-de-l'Île au Bloc québécois. Fait que bonjour d'être sur le podcast.
Merci de m'inviter. Comme ça donne bien le café, ça marche bien avec mon thème, c'est pour réveiller le monde. Bon, ben c'est parfait ça, mon Mario. Ça te dérange pas, je te tutoie non plus? Pas du tout. OK, cool. Puis aussi, j'aimerais dire, en commençant, même je l'ai déjà fait avant qu'on enregistre, je sais que le titre de mon podcast est en anglais. J'aide pas à ma cause, mais je m'en calisse. Moi, j'adore la souveraineté et l'indépendance du Québec. Je milite pour ça. Merci beaucoup de m'avoir suggéré ton invitation pour venir parler d'une étude que tu as faite. Ça, c'est une étude qui parle de, dans le fond, quand les politiques linguistiques fédérales servent à financer l'anglicisation du Québec. Est-ce que je me trompe dans le titre ou c'est pas mal ça? Pas du tout. C'est à peu près exactement ça. Okay. Puis tout le monde, les indépendantistes en général, savent que bon, le gouvernement fédéral, c'est pas un allié du Québec français. Mais moi, je suis allé voir plus loin. Souvent, on n'en parle pas, on en parle peu. Où il y a des chercheurs, Frédéric Lacroix, là, qui écrit le livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Lui, il a parlé de façon assez complète de la politique linguistique fédérale, mais il dit on pourra rien changer, donc ça donne rien d'insister là-dessus. Mais moi, je pense que si on n'en parle pas, ben, les gens viennent qui y pensent pas, on l'oublie, alors que c'est un facteur majeur d'anglicisation du Québec. Mm-hmm. Parce que la politique linguistique fédérale, c'est dans le fond, ça vise à assurer des services dans les deux langues, dans les institutions fédérales. Mais il y a une clause qui s'appelle « là où le nombre le justifie » qui fait qu'à l'extérieur du Québec, pour les francophones, il y a peu de services en français. Souvent, le nombre ne le justifie pas parce que sont éparpillés sur un immense territoire. Ou sont cachés derrière des programmes où ils donnent un beau titre juste pour que ça sonne bien, mais que dans le fond, ça fait pas grand-chose concrètement. Là, aussi. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de services en français, puis il y a une assimilation des francophones qui est très importante en dehors du Québec. Mais pour le Québec, c'est assez spécial parce qu'au début, quand il y a eu la loi sur les langues officielles, la loi linguistique fédérale, c'est André Laurendeau qui avait fait un éditorial dans Le Devoir. Puis André Laurendeau, c'est un ancien chef du Bloc populaire, c'est quelqu'un de très nationaliste mais fédéraliste. Là, on parle de quelle année On environ? parle des années 60, je pense en 1962, cet article-là. Puis lui, il disait, bon, mais ça va faire les miettes pour les francophones parce qu'à ce moment-là, au gouvernement fédéral, même au Québec, ça fonctionnait beaucoup en anglais. Puis au gouvernement fédéral, les gains qui étaient faits, disons, c'est d'avoir des timbres bilingues, parce que les timbres étaient une langue anglais, ou d'avoir des chèques de prestations fédérales bilingues, parce que ordinairement, c'était une langue anglais. Lui, il a dit, ça n'a pas de bon sens, faut que ça change. C'est supposé être une entente entre deux peuples fondateurs. Et dans le fond, il voulait qu'il y ait une commission d'enquête pour rétablir une équité entre les francophones et les anglophones, dans le fond. Puis lui considérait que il devait y avoir un statut particulier pour le Québec, où se trouvent 90% des francophones au Canada. Mais entre-temps, André Laurendeau est décédé. Ils ont lancé la commission Laurendeau-Danton, qui a fait beaucoup de bruit dans les années 60. Ah, parce que c'est le début de ça, là, de vouloir parler la français. La commission sur le biculturalisme et le bilinguisme. Mais je veux pas aller trop dans la théorie, parce que dans le fond, c'est très simple. Mais lui demandait un statut particulier pour le Québec, puis il pensait à des modèles comme la Belgique ou la Suisse, où si vous arrivez en Belgique, vous êtes en Wallonie, tout se passe en français, de la maternelle à l'université. Si vous êtes du côté de la Flandre, tout se passe en flamand. Ça les empêche pas d'apprendre 5 ou 6 langues secondes de façon très efficace, mais leur langue est pas menacée. Mais entre-temps, André Laurendeau est décédé, et c'était Lester B. Pearson qui avait enclenché ça, qui était premier ministre. Il a été remplacé par quelqu'un qu'on connaît très bien au Québec, Pierre-Éliott Trudeau. Puis là, Pierre-Éliott Trudeau, lui, s'est allié avec les adversaires d'André Laurendeau à la commission, Frank Scott, les gens de l'Université McGill, tout ça. Et il a donné un statut particulier pour le Québec, mais pour protéger l'anglais. Lui, il a dit, on va protéger la loi fédérale, on va protéger les minorités linguistiques
par province. Mhm. Donc, ils ont traité, dans le fond, sur un même pied les communautés francophones et acadiennes qui avaient été assimilées par des mesures d'interdiction de l'enseignement du français sur plusieurs générations dans toutes les provinces, aujourd'hui majoritairement anglophones. Il y a eu des lois qui interdisait l'enseignement du français. Ah ouais, si vraiment. Oui, c'est ça, puis tu m'en as donné plein là, d'exemples. Ça, depuis 1750 cucs. Puis en fait, beaucoup après la Confédération 1867, en Alberta, en Ontario, il y a eu le règlement 17 là, dont on a entendu beaucoup parler. Mais mais au Québec aussi, il y a eu des mesures là pour essayer de limiter l'apprentissage du français dans le Pontiac. Le clergé, à ce moment-là, anglophone, rendait ça très, très, très difficile d'étudier en français. Puis il y a eu vraiment une répression économique. Ben, on sait, bon, si on part de plus loin de 1763, ben là, ça a été la répression militaire, la déportation des Acadiens, disons, la répression du mouvement patriote, la pendaison de l'ouvriel, etc. Il y a eu beaucoup de mesures armées et il y a eu aussi une discrimination économique. Puis au Québec, ce que ça a fait, c'est qu'on est arrivé dans les années 60. La commission Laurando-Danton a fait une étude très complète et ils ont trouvé que sur 14 groupes linguistiques, la moyenne de revenus des francophones arrivait au 12e rang. Fait qu'on partait de très loin. Puis à ce moment-là, le gouvernement fédéral, avec Pierre-Éliott Trudeau, plutôt que d'essayer de compenser ou de favoriser un rattrapage des francophones au Québec, balancer. Il a dit, ben, c'est les anglophones et la minorité au Québec, donc on va appuyer l'anglais, on va favoriser les services fédéraux en anglais. Et, par la suite, la loi a évolué et ça a été vraiment, pour le Québec, il y a eu pour l'ensemble du Canada, en fait, il y a eu des programmes d'appui aux langues officielles avec des subventions qui vont avec. C'est ça que j'ai plus étudié à partir des comptes publics canadiens. C'est comme les états financiers du Canada, c'est très précis, tout ça. Fait que c'est comme ça que tu as pu avoir accès à ces... C'est ça, à ces chiffres-là. Avant 95, c'était difficile parce que c'est pas sur des supports informatiques faciles à analyser. Mais disons, de 95 à 2022, ben on a les chiffres très précis. Puis ce qu'on a trouvé, c'est que c'est 2,8 milliards à peu près qui ont été dépensés pour renforcer l'anglais au Québec. Ça veut dire pour les établissements d'enseignement anglophones qui étaient déjà surfinancés quand ça a commencé dans les années 60, en 69, la loi sur les langues officielles. Et pour financer les groupes de pression anglophones, il y a même des programmes pour favoriser le développement économique des anglophones, le développement de la culture anglophone au Québec. Fait que c'est vraiment une aberration parce que, bon, au départ, les francophones étaient défavorisés au Québec. Ça, tout le monde l'a dit, toutes les études le démontraient. Mais Trudeau a trouvé une façon de contourner ça, de plutôt favoriser l'anglais. Puis c'est un peu parce que la minorité anglophone au Québec est minoritaire numériquement, mais elle fait partie de la majorité canadienne qui est anglophone, qui contrôle le Parlement fédéral, qui a un pouvoir de légiférer, de dépenser prépondérant sur le Québec. Donc, c'est même l'ONU, à un moment donné, un groupe Alliance Québec qui a amené la question de l'affichage à l'ONU, puis ils ont eu une réponse étonnante, c'est que le Comité des droits de la personne des Nations Unies a dit, ben, les anglophones du Québec, vous pouvez avoir des revendications, mais vous pouvez pas le faire en tant que minorité parce que vous êtes pas une minorité, vous faites partie de la majorité de l'État canadien. Ouais, c'est ça, sur l'ensemble national. C'est ça. Ils ont même ajouté qu'une majorité dans un État
peut revendiquer les droits des minorités si elle est minoritaire à l'échelle de l'État canadien. Mais en tout cas, toujours est-il que on a regardé ça, on a fait la compilation de ces données-là. Et ce qu'on a trouvé, c'est que 94% du financement en matière de langue officielle au Québec sert à appuyer l'anglais. Alors, c'est vraiment inacceptable. Ces groupes-là, il y a des gens qui nous disent, l'argent, c'est pas si important que ça, c'est pas ça. Tout le monde peut parler la langue qu'ils veulent, mais c'est pas avoir accès à des écoles, avoir accès à des cégeps, des universités dans une langue, ça a un impact majeur sur la langue qu'on va utiliser au travail, sur la langue qu'on va choisir, sur les transferts linguistiques. Ben oui, c'est le nerf de la guerre, là. Puis ce qu'on voit dans le fond, c'est que depuis 71, disons, on a les données de Statistique Canada, la proportion de francophones a décliné dans l'ensemble du Canada. On est à peu près 26%, là on est rendu un peu en bas de 20% de francophones. Puis ça dépend toujours des indicateurs, la langue maternelle, langue d'usage à la maison, mais en général, tous les indicateurs vont pas mal dans la même direction. Et même au Québec, il y a eu un déclin du français. On est rendu dans l'ensemble du Québec sous le seuil des 80%. Alors, que ce soit en langue maternelle, langue parlée à la maison. Puis les études prévisionnelles, même de Statistique Canada, sont assez inquiétantes parce qu'on dit d'ici, disons, 2035, les prévisions et ce que ça montre, c'est que on passerait, disons, on était en haut de 80% en 2001, mais on tomberait à 69% de francophones en 2035. C'est dans pas beaucoup de temps. Et ça, la raison, c'est qu'on n'arrive pas suffisamment à franciser les nouveaux arrivants. Mm-hmm. Puis on nous présente beaucoup tous les groupes de pression là, qui sont financés par le fédéral, souvent vont présenter le français langue commune ou les revendications pour continuer à vivre en français comme une fermeture, un repli sur soi ou quelque chose de xénophobe, alors que c'est le contraire. Si on veut inclure les nouveaux arrivants, il faut qu'on puisse se comprendre, se parler dans une même langue. Puis au Québec, c'est le français qui est la langue majoritaire et qui devrait être la langue commune si on veut assurer l'avenir du français. Ben oui, puis tu sais, on a le droit de le dire. Tu sais, on a le droit de vouloir vivre en français. Pourquoi que c'est que un autre arrivant qui vient d'une autre origine, lui a le droit de le dire, puis il a le droit d'être fier de son origine, puis tout ça. Puis moi, j'aurais pas le droit, tabarnak. Exact. C'est ce que ça a donné, finalement. Ben ouais. Tu sais, moi, un de mes meilleurs chums, là, il est colombien, arménien, puis il est fier de ses origines, comme qu'il est fier d'être québécois, puis quand on se parle, il comprend mon amour pour le Québec, là, tu sais. Il me voit pas comme un esti d'oppresseur qui veut y enlever ses... C'est avec toute la propagande ou ce mouvement-là. Dans le fond, ce qui est arrivé au départ... Trudeau, quand il y a eu des groupes de pression qui se sont formés, quand il y a eu, on se rappelle la crise de Saint-Léonard, là, quand il y a des commissaires d'école qui ont voulu... c'est pour la loi 101? Oui, un peu avant la loi 101. Oui, c'est là, ça, les commissaires d'école sont aperçus que leur école était en train de fermer parce que les nouveaux arrivants choisissaient d'aller à l'école anglaise, ce qui est normal parce que tu arrives dans un nouveau pays, il y a une tendance à vouloir aller du côté de la majorité. La majorité au Canada, c'est l'anglais. Donc, les gens... Puis, la communauté anglophone était plus riche, elle bénéficiait des centaines d'années là, de domination colonialiste. Mais, donc, il y avait cette tendance-là. Eux autres ont voulu... ils se sont dit, ils ont regardé ce qui se faisait ailleurs, puis on dit, on va financer des écoles en français pour les nouveaux arrivants. Puis là, il y a eu toute une mobilisation du côté anglophone. Ensuite, il y a eu Robert Bourassa qui a fait la loi 22, qui était assez mi-figue, mi-raisin, mais qui proclamait quand même le français comme langue officielle. Là, il y a des organisations qui sont formées pour contester ça
au Canada. Quand le Parti québécois a été élu, là, ça a été... en 76? En 76. Ouais. Ça les a stimulés encore plus. Ça a fait peur à beaucoup d'anglophones du Québec. Quand il y a eu la loi 101 en 77, encore plus. Là... Trudeau, le gouverneur fédéral, il aurait pu utiliser son pouvoir de désaveu pour simplement annuler la loi 101. Il y a des gens qui ont dit, ouais, mais si vous faites ça, vous allez renforcer René Lévesque puis les indépendantistes. Tu vas leur donner des missions. Beaucoup de monde. Fait que plutôt que de faire ça, ils ont réuni les groupes de pression anglophones. Ils ont continué à les financer encore plus. Ils se sont arrangés pour qu'ils se fusionnent. Tu as eu la formation d'Alliance Québec. Et à ce moment-là, qu'il y avait peut-être au départ une douzaine, puis ça a augmenté de groupes à travers le Québec. Et il a créé le programme de contestation judiciaire, comme par hasard en 78, avec de l'argent pour financer les avocats pour contester la loi 101. Et dans les faits, la loi 101, elle s'est faite défaire très rapidement. Les principaux articles de la loi 101 ont été affaiblis par des jugements souvent dans les tribunaux fédéraux, mais aussi par des poursuites financées par des groupes de pression là, qui sont financés par le fédéral. Alors, ils ont réussi vraiment à affaiblir la loi 101. Puis en 82, Trudeau, après le premier référendum, il a modifié la Constitution pour affaiblir la loi 101. Il a mis des articles dans la Charte des droits et libertés qui disaient à peu près qui avait le droit d'aller à l'école française ou anglaise, que tu vois pas dans aucune charte des droits et libertés. Et en vertu de ça, ils ont pu défaire certaines mesures scolaires de la loi 101. Parce que ce qui a le plus aidé aux Français, c'est la loi 101. C'est le fait que les enfants des nouveaux arrivants aillent dans les écoles françaises. C'est ce qui se fait partout au monde. Si vous allez aux États-Unis, vous n'aurez pas d'école publique en français ou en italien ou dans une autre langue que l'anglais. Si vous allez à peu près... La grande majorité des pays fonctionnent comme ça. Il y a une langue officielle. C'est dans cette langue-là que les gens fonctionnent. Mais les seuls pays où tu as plus qu'une langue nationale, où il n'y a pas l'assimilation d'une langue par l'autre, c'est comme je disais tantôt, la Belgique, la Suisse, des pays où sur un territoire donné, il y a une langue officielle et ça permet de protéger cette langue-là. Ça n'empêche pas d'apprendre d'autres langues très efficacement. Mais tous les pays qui fonctionnent avec des modèles comme le modèle de la loi des langues officielles, le bilinguisme institutionnel, disons, mais qui est pas en fonction d'un territoire, mais ça aboutit toujours à l'assimilation des langues minoritaires. André Laurendeau l'avait dit aussi. Si on rendait tous les individus bilingues, à un moment donné, il y aurait une langue de trop, puis ce serait la langue minoritaire. C'est un peu ça qui s'est passé dans le reste du Canada. En voulant promouvoir les deux langues, des services dans les deux langues, tous les nouveaux arrivants dans le reste du Canada, c'est 99% et plus des transferts linguistiques des nouveaux arrivants qui se font vers l'anglais. Mais au Québec, ça a augmenté. À un moment donné, c'était très, très faible. Maintenant, c'est à peu près 55% vers le français. Ça, c'est les chiffres officiels. Mais pour maintenir notre poids démographique, il faudrait avoir 90% vers le français. Et on réussit pas à le faire parce que les nouveaux arrivants, ils s'installent beaucoup à Montréal. 85% des nouveaux arrivants s'installent à Montréal. Et à Montréal, à peu près tous les services publics sont disponibles en anglais. Et il y a la loi 101. Le fait que les enfants des nouveaux arrivants vont à l'école française, ça permet à ces enfants-là d'apprendre le français. Ça permet aux jeunes Québécois aussi de s'acclimater à la diversité. Et ça a donné des très bons résultats, mais on ne l'a pas appliqué au cégep ni à l'université, où là, les universités, les cégeps anglophones, on continue à être surfinancés.
de façon à ce qu'il y ait une grande partie de ces jeunes-là qui sont allés à l'école en français, qui vont au cégep en anglais, qui vont à l'université en anglais, puis ensuite qui travaillent en anglais, puis une bonne proportion quittent le Québec. Alors, ce qui serait logique, c'est que, puis c'était l'objectif de la loi 101, on veut pas écraser la minorité anglophone comme les minorités francophones hors Québec se sont fait écraser, interdire d'apprendre le français, tout ça. La loi 101 disait on va maintenir des institutions, des écoles anglaises, mais pour les anglophones, pas pour les nouveaux arrivants, afin de s'assurer d'intégrer les nouveaux arrivants à la société québécoise. Puis c'est la condition pour la survie du peuple québécois, pour la survie de la langue française, c'est que les nouveaux arrivants s'intègrent à la société québécoise, puis qu'ils utilisent le français comme langue commune et officielle. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas garder leur langue d'origine, que les Italiens parlent italien entre eux, etc. C'est pas une mauvaise chose du tout. Mais normalement, la langue qui est utilisée entre les citoyens de toutes les origines, ça devrait être le français. Et comme si vous allez en Ontario, c'est l'anglais. Dans le reste du Canada, c'est l'anglais qui est la langue commune. Mais en même temps, c'est ça, c'est tellement pas la même game. Je vais avoir plein d'anglicismes. Mais c'est tellement pas la même game que quand tu arrives au Québec. Parce que, tu sais, au Québec, on a une histoire, on est une société distincte du Canada, tu sais, comme quand tu arrives en Ontario, on te demande pas d'être en amour avec l'Ontario, juste en amour avec le Canada, puis c'est ça qu'on te demande, mais ici, non, faut que tu comprennes qu'il y a une histoire ici, puis qu'on se bat pour garder notre langue, pour garder notre culture. On a un star system au Québec qui a même pas dans tout le restant du Canada, tu sais, parce qu'on s'est construit ça, on s'est donné les outils justement pour que, juste culturellement parlant, tous les artistes du Québec, ben là, peut-être pas tous, mais ils se portent très bien, mais c'est parce qu'on s'est construit ça, là, tu sais, fait que c'est pour ça il faut qu'un nouvel arrivant qui arrive ici comprenne ces enjeux-là, tu sais. Puis ce qui arrive dans le reste du Canada, tu débarques à Ottawa, tu débarques à Toronto, ailleurs, tu peux pas fonctionner si tu parles pas anglais. Les nouveaux arrivants, très rapidement. C'est beaucoup leur demander. Ils voient ça, là. Fait qu'ils apprennent l'anglais. Mais au Québec, à chaque fois que René Lévesque, il disait ça pour l'affichage, il disait à chaque fois qu'une affiche est dans les deux langues, tu dis aux nouveaux arrivants, mais pas besoin d'apprendre le français ici, tu peux très bien fonctionner en anglais. Alors, c'est pour ça que... C'était pas André Rousseau, ça, qui avait dit ça? Le Rousseau, le PDG d'Air Canada. Michael Rousseau. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'il fait un peu au Québec. Lui disait, il était là depuis, je sais pas, plus que 10 ans, puis il avait jamais dit un mot de français. Il se vantait fonctionnait très bien en anglais. Il se vantait de puis ça. moi, c'est pas... moi, j'ai grandi dans l'ouest de l'île. Quand il y a eu la polémique avec... on disait la gang du West Island, tout ça. Mais le seul dans ce groupe-là qui venait vraiment du West Island, c'est moi. Ouais. Mais sauf que, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi c'est les francophones qui sont toujours perdants, qui font les compromis. On voyait quand Robert Bourassa a repris le pouvoir après René Lévesque, là, ils sont mis à affaiblir la loi 101 encore plus, à changer les critères, disons, pour accepter les nouveaux arrivants, mettre plus d'importance à l'anglais par rapport au français. Mais en tout cas, René Lévesque avait obtenu des gains aussi. C'est l'entente Colin Couture là, qui fait que le Québec contrôle la partie de l'immigration pour les travailleurs. Donc, ça a eu un impact très important pour la survie de la langue. Mais pour moi, j'ai fait cette étude-là. On a trouvé... mais on le savait parce que dans la loi, c'était déjà indiqué. La loi fédérale, c'est assez spécial parce qu'on parle jamais dans les instances du gouvernement fédéral, on parle jamais des anglophones, on parle des minorités linguistiques
ou des communautés de langue officielle en milieu minoritaire. Ça, pour le Québec, ça veut dire les anglophones. Puis quand tu lis la loi sur les langues officielles en faisant cette traduction-là, ben tu t'aperçois vraiment toutes les institutions fédérales ont l'obligation d'appuyer l'anglais au Québec, de favoriser qu'il y ait des services publics en anglais, pas juste dans les institutions fédérales, dans les ministères du Québec, les services publics du Québec, les services publics municipaux, les syndicats, tous les organismes de la société civile. Fait que c'est une loi qui s'ingère dans les compétences du Québec. Puis qui finance pour favoriser l'anglais. Puis qui finance aussi les groupes c'est ça, tous ces groupes de pression-là. Alliance Québec, tout ça. Puis il y a des gens qui disent c'est pas... Alliance Québec, je pense, pendant, j'ai les chiffres pas loin, là, mais si tu regardes, de 83 à 2005, ils ont reçu 24 millions. Mais moi, j'ai été président de la Société Saint-Jean-Baptiste, tout ça, puis l'argent, c'est le nerf de la guerre. Dans n'importe quelle organisation, que ce soit un groupe de défense de l'environnement ou, tu sais, ils font des levées de fonds, tout ça, parce que ça prend de l'argent pour faire de la publicité, pour avoir des gens, pour faire des communications, etc. Mais ces groupes-là, Alliance Québec, tout ça, avec tout cet argent-là, ben ils ont vraiment été présents dans les médias. Ils ont fait des représentations dans les ministères. C'est un outil fédéral, dans le fond. Oui, dans le fond, il y a un chercheur, Iron Brody, qui dit, dans le fond, le gouvernement fédéral s'est donné un bras juridique pour s'attaquer à la loi 101 avec ça. Sans salir les mains. C'est ça, sous le couvert que c'est des groupes comme on voit souvent Justin Trudeau dire on protège les minorités, ou quand il parle de la loi 21 ou la loi 96 qu'on a vu dire nous on protège les minorités, mais le Québec qui est pas majoritaire dans le Canada, c'est ça. La seule minorité qui protège pas, même qui essaie d'affaiblir, c'est la minorité francophone au Québec, la minorité québécoise. Puis de cette façon-là, on le voit, Alliance Québec, à un moment donné, ils ont obtenu des gains très importants. Ils ont travaillé beaucoup sur le système de santé aussi. C'est les groupes de pression. Les groupes de pression. Alliance Québec, c'était Brent Tyler, même Anthony Housefather, qui est député de Mont-Royal, c'est un ancien président d'Alliance Québec. Il était très, très, très confrontant. Puis à un moment donné... le gouvernement Bourassa, il a dû reconduire la loi sur l'affichage. Puis là, il était mal pris un peu, parce qu'à ce moment-là, la loi disait que l'affichage devait être seulement en français. Puis là, il y a eu une mobilisation du côté francophone, c'est le mouvement Québec français, Nicole Boudreau, la Société Saint-Jean-Baptiste, tout ça. Il y avait eu, on dit, près de 60 000 personnes dans la rue, ça avait brassé pas mal. Fait que là, il a permis l'affichage bilingue à l'intérieur des commerces, mais il a maintenu l'affichage seulement en français pour l'extérieur des commerces en utilisant la clause dérogatoire. Là, ça a créé un tollé du côté du Canada anglais. À ce moment-là, les anglophones se sont organisés, ils se sont fait un parti politique pour les anglophones qui s'appelait le Equality Party, qui avait fait élire, je pense, 4 députés, là, principalement dans l'ouest de l'île. Et à ce moment-là, les libéraux étaient pas contents, les libéraux provinciaux. Fait que le grand frère fédéral, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé graduellement les subventions d'Alliance Québec. C'est pour ça que ça finit en 2005. Puis là, il a regroupé les organismes qui étaient plus, disons, amicales pour eux. Et ils ont formé une nouvelle coalition qui s'est appelée le QCGN, Québec Community Groups Network, qui existe encore aujourd'hui, qui est très fort, qui est très présent, qui est beaucoup plus subtil qu'Alliance Québec, là, mais... Puis en 2005, quand ils ont arrêté de donner complètement du financement à Alliance Québec, ils se sont sabordés, ils sont tombés. Puis ça démontre d'une part l'importance de ce financement-là. Et là, tu as eu le QCGN. Le QCGN, qu'à un moment donné... Qui a pris le relais. En ce moment, il y a plus que 40 groupes de pression qui sont affiliés au QCGN. Il y en a d'autres qui sont restés... indépendants. Et il y en a, José Legault a étudié, a fait son mémoire de maîtrise là-dessus, sur le discours
des dirigeants de ces groupes d'intérêt anglophones-là. Et elle a dit aussi que De Gazette était vraiment un leader là-dedans. Là. Puis on le voit encore aujourd'hui, parce que si vous regardez dans De Gazette, ils vont dire l'anglais se porte mal, c'est le français qui est en train d'envahir l'anglais. Il y a vraiment une désinformation. Et elle, ce qu'elle a trouvé, c'est qu'ils ont adopté une stratégie qu'elle a appelée le discours xénophobiste, qui est de présenter toute mesure pour défendre le français comme quelque chose de xénophobe ou de raciste. Alors que, comme je le disais tantôt, c'est le contraire, tant qu'à nous, c'est ce qui permet d'inclure les nouveaux arrivants au français, mais du point de vue du Canada anglais, eux autres, ils veulent que ces gens-là s'intègrent plutôt du côté anglophone. Mais puis il y a un autre chercheur, Jacques Leclerc, qui lui a appelé ça une stratégie de culpabilisation des francophones et de dénigrement. Et cette stratégie-là, c'est très efficace d'un côté pour éloigner les nouveaux arrivants des Québécois puis les faire aller du côté anglophone. Quand tu entends continuellement dans les médias anglophones que les Québécois sont racistes, les gens qui défendent le français, la loi 101, c'est quelque chose de raciste, alors c'est l'inverse, en fait. La loi 101, si vous allez au Canada, là, il y a pratiquement pas... Statistique Canada a mesuré les ayants droit, ceux qui devraient avoir le droit d'avoir accès à l'école française, disons, en dehors du Québec, et c'est presque 2/3 des ayants droit qui n'ont pas accès à des écoles françaises. Au Québec, tous les anglophones ont accès à des écoles anglaises. N'importe où, vous avez des écoles anglophones. Il y en a dans Pointe-aux-Trembles. Il y en a, j'étais allé aux Îles-de-la-Madeleine. Il y en a aux Îles-de-la-Madeleine récemment. Ils ont même... il y a un groupe qui s'appelle Magdalen Islander Council for English, quelque chose comme ça, et qui défend l'anglais, qui est financé par le fédéral. Ce qui fait que même des endroits comme Gros-Île, disons, qu'il y a seulement, je pense, c'est 470 de population, mais il y a plus que 60% de ces gens-là qui sont unilingues anglais. Puis les transferts, ceux qui changent de langue, quand tu compares, disons, ceux de langue maternelle anglaise avec ceux de langue d'usage en anglais, il y a un gain de l'anglais, même dans des petits endroits comme ça. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, mais il n'y a pas de financement pour les groupes de défense du français. Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est zéro parce que de la tu part parles du gouvernement fédéral. Tu parles beaucoup du financement des groupes de pression anglophone, puis de tout, dans le fond, les institutions qui financent pour l'anglais, les services en anglais, tout ça. Mais c'est quoi le comparé pour pour le français? Les groupes de défense du français, ils se débrouillent comme ils peuvent. Ouais. La Société Saint-Jean-Baptiste, c'est une de celles qui est la plus... les institutions, les écoles francophones, tout ça, sont financées par le gouvernement du Québec. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que le gouvernement du Québec finance autant le côté anglophone que le côté francophone. Les groupes communautaires anglophones ont le droit au même programme de financement que les groupes communautaires francophones, mais ils ont un surplus du gouvernement du fédéral parce qu'ils sont anglophones. Ouais, c'est ça. Il y a des groupes, disons, là-dedans, tu te dis, ça a l'air assez inoffensif, qui vont s'occuper, disons, plus des aînés ou, comme j'ai dit tantôt, la culture, tout ça. Mais pourquoi il y a plus de financement? Parce que c'est des anglophones. Mais c'est un financement discriminatoire. C'est ça. Puis ces groupes-là, quand il y a un mouvement comme il y a eu la loi 96, là, le gouvernement Legault a voulu renforcer la loi 101. Beaucoup de monde disent qu'ils l'ont pas fait suffisamment. Puis j'étais assez d'accord avec ça. Ils n'ont pas voulu appliquer la loi 101 au cégep, par exemple, qui est une mesure qui serait centrale pour réussir à intégrer les nouveaux arrivants davantage, parce que tu vas au primaire, au secondaire en français, c'est beau,
Mais la culture, tu formes ton identité, c'est beaucoup plus au cégep et à l'université. Mais si tu vas au cégep en anglais, que ce soit John Abbott, Dawson, moi j'ai grandi à côté de John Abbott, ben disons, ils vont pas vraiment favoriser, tant qu'à moi, le respect du Québec puis l'intégration au Québec français, c'est pas ça. Puis les nouveaux arrivants qui vont étudier en anglais, ben, il y a des études qui le démontrent, ils vont beaucoup plus par la suite travailler en anglais, consommer de la culture en anglais, puis faire des transferts linguistiques vers l'anglais. Puis ça, c'est payé avec nos impôts fédéraux, puis même du Québec, là, parce que bon, le gouvernement fédéral a tellement influencé le Québec, puis a tellement mis de ressources là-dessus que finalement la loi 101 a été défaite, puis qu'en ce moment notre système permet pas d'assurer l'avenir du français. On le voit à Montréal. À Montréal, les francophones sont minoritaires. C'est le groupe linguistique le plus important quand même, mais on est tombé en dessous de la barre des 50%. Puis c'est combien? C'est 65 000 immigrants par année. Je pense que le gouvernement, la coalition Avenir du Québec permet, sans compter les réfugiés, ça c'est encore beaucoup plus. Ouais, mais c'est 65 000, c'est ça. Aussi, là, ça monte. Mais tu sais, 65 000 par année, si on francise pas ces gens-là, ben, à un moment donné, c'est sûr qu'on perd du terrain. Puis là, on a perdu du terrain sur l'île de Montréal, mais en ce moment, Laval s'anglicise plus, c'est l'endroit qui s'anglicise le plus vite. Ouais. C'est pas parce que c'est des anglophones comme ici, des allophones anglicisés de Montréal qui s'installent là-bas. La rive sud, la rive nord, c'est un peu ça se propage de plus en plus. Et c'est ce que je dis quand j'ai fait une tournée là, pour parler de ça, la politique linguistique fédérale. J'ai fait à peu près 35 conférences dans différents endroits, mais quand j'étais allé en Abitibi ou quand je vais en Gaspésie, ces gens-là, ils n'ont pas le problème dans leur cours, mais quand ça va arriver dans leur cours, il va être beaucoup trop tard. Là. La région de Montréal, c'est 50% de la population du Québec. Fait qu'il faut vraiment inverser la tendance. Et c'est quoi, si on les veut solutions? le faire, les solutions, c'est de revenir aux objectifs initiaux de la loi 101, c'est-à-dire que les services publics soient en français pour tous, qu'il y ait des services publics en anglais pour la minorité anglophone, point. Pas pour tout le monde comme c'est le cas. Et tous ces programmes-là, ces organismes-là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on donne accès aux services en anglais sans limite à tout le monde, et ils revendiquent que les immigrants d'expression anglaise auraient le droit à des services en anglais au Québec. Mais par exemple, ils utilisent des indicateurs linguistiques. La première langue officielle parlée, pour eux autres, les anglophones, selon cet indicateur-là, ça inclut 33% des immigrants. Fait qu'eux autres, ils travaillent pour que au moins le tiers des immigrants aient accès à des services en anglais. Mais comme on a dit, ça prend 90% des immigrants qui s'intègrent au français pour assurer notre survie linguistique. Fait que dans le fond, le gouvernement fédéral, avec ces groupes-là, tout ça, ils travaillent à minoriser les francophones. Et on le voit, par exemple, dans les services de santé. Alliance Québec, ça a été sa première victoire. Robert Bourassa, même sous René Lévesque, avait réussi à affaiblir un peu la loi 101. Parce que ce qu'on appelle le statut bilingue, puis juste pour démystifier ça, c'est ça qui est dans le fond l'enjeu principal, c'est que si le français est la langue commune au Québec, tous les services publics devraient être en français. Puis il peut y avoir des services publics en anglais pour préserver la minorité historique anglophone, mais la langue commune de tous les Québécois, y compris des anglophones, ça devrait être le français. Et c'est pas du tout ça qu'on voit, puis c'est pour ça qu'on perd du terrain, parce que les nouveaux arrivants, à ce moment-là, sont portés à aller plus du côté de l'anglais. Et c'est compréhensible. Si nous, on se tient pas debout, personne d'autre doit le faire à notre place. Alors, ce qu'il faut, la loi 101, c'était son objectif,
que les services publics, que l'État, que la langue commune soit le français. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Mais on a le gouvernement fédéral qui, lui, pousse constamment pour 2 langues officielles au Québec. Puis on le voit sur le terrain... je sais pas si vous avez remarqué, je pense que c'est dans un McDonald's, il y a une dame qui est arrivée, puis il voulait pas la servir en français. Puis là, elle dit non, je veux parler à la gérante. Là, la gérante est allée y parler. Puis là, il a dit, écoutez, on est au Canada ici, si vous parlez pas anglais, c'est votre problème. Ça avait fait du bruit. Mais il y a beaucoup de nouveaux arrivants aussi qui nous disent ça. Ben, on est au Canada, il y a 2 langues officielles, on a le droit de parler anglais. Mais si les nouveaux arrivants parlent anglais et s'intègrent à l'anglais, ben à court terme, c'est ce qui se passe, c'est que on devient de plus en plus minoritaire du côté francophone. Mais comment ça marche pour l'immigration? Parce que de ce que je comprends, c'est que c'est le fédéral qui dicte les seuils, tu sais, que le nombre d'immigrants qu'il va avoir par année, mais c'est le Québec qui dit qui accepte ou qui met ses conditions? En partie, le Québec, là, quand il y a eu à un moment donné l'entente Colin Couture, je pense que c'était en 60, je me souviens plus de la date exacte, mais peu importe. Ce que ça a fait, c'est que toute la catégorie d'immigrants travailleurs a été transférée au Québec. C'est le Québec qui donne des certificats de sélection, qui accepte en dernier lieu, c'est le fédéral, parce que le fédéral donne la citoyenneté, mais le Québec a un rôle important, un peu comme à un moment donné, il y a eu le transfert d'Emploi Canada qui est devenu Emploi Québec. À ce moment-là, ils ont transféré les ressources qui allaient avec tout ça. Donc, mais les immigrants travailleurs, je pense à peu près 50% des immigrants, quelque chose comme ça. Mais il y a la catégorie des réfugiés que le Québec contrôle pas, la réunification familiale. C'est quoi ça? C'est tous ceux qui sont installés déjà, qui veulent faire venir leur famille. Alors, okay. Ça, c'est le fédéral qui décide. Alors, il y a une partie, nous, ce qu'on revendique, c'est que le Québec ait le plein contrôle de son immigration. Puis les seuils, normalement, le Québec peut décider pour la catégorie d'immigrants travailleurs combien on accepte ça. Il y a un certain pouvoir là-dessus, mais le fédéral, s'il laisse rentrer, par exemple, il a contourné un peu cette loi-là avec les immigrants temporaires, les permis d'études temporaires, qui sont donnés, le final, c'est le fédéral qui donne l'acceptation. Il y a des universités, par exemple, au Québec, qui acceptent des étudiants africains de l'étranger, tout ça. Le Québec leur donne un certificat de sélection, ils les acceptent, puis le fédéral les refuse. Le fédéral, c'est comme, il y a le dernier mot. On a trouvé, ça c'est, il y a 2 ans à peu près, on a trouvé que c'était pas loin de 80% des immigrants africains francophones qui étaient refusés. Pourquoi? Comme par hasard, ouais, c'est Comme ça. par hasard, mais il y a un moment donné, ils ont même admis qu'il y avait une forme de racisme au ministère de l'Immigration. Qui, tu sais, c'est vraiment, même on a eu des données. Il disait ces mêmes immigrants francophones, là, africains, s'ils décidaient d'aller dans l'université anglophone, ils étaient acceptés. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Mais l'immigration, c'est compétences partagées. Puis le fédéral, souvent, vient à bout de... Mais en même temps, si on avait un gouvernement du Québec qui se tient debout beaucoup plus, il pourrait faire beaucoup plus pour le français. Par exemple, le gouvernement du Québec pourrait appliquer la loi 101 au cégep. Paul Saint-Pierre Plamondon s'est engagé à le faire. À ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ont le droit d'aller à l'école anglaise, dont un des parents est déjà allé à l'école anglaise au Canada, eux autres continueraient à avoir accès au cégep anglais, mais ceux qui ont étudié en français, tout ça, devraient aller au cégep français. Et pourquoi qu'ils choisissent d'aller dans une université en anglais? Moi, c'est ça qui me... Ben, c'est beaucoup... parce qu'elle est plus prestigieuse? C'est ça. C'est le fait que la majorité est anglophone. Si on regarde là, l'université McGill, là, juste le financement des langues officielles, ils ont reçu 61 millions. Ça, c'est depuis 2008.
et sont dans tous les programmes, sont surfinancés. McGill, Concordia, les universités anglophones. Puis ça, les programmes de langue officielle, c'est la pointe de l'iceberg parce que ça, déjà, c'est injuste que l'argent va du côté anglophone. Mais si vous regardez les fonds de recherche canadiens, normalement, en plus, c'est supposé être de juridiction du Québec. Les fonds de recherche. Au début, quand il y a eu les premiers fonds de recherche canadiens, je pense que c'était à l'époque de Duplessis. Duplessis avait réglé, même je suis pas un pro Duplessis, loin de là, mais lui, il a réglé le problème, il a dit, parfait, ce que les fonds de recherche fédéraux vont donner aux universités au Québec, moi, je leur enlève du financement que je leur donne. Fait que ça s'est arrêté là. Mais par la suite, ils ont accepté que ces fonds de recherche-là financent les universités au Québec. Puis là, ils sont rendus que les fonds de recherche fédéraux donnent plus de financement aux universités que les fonds de recherche du Québec. Et les fonds de recherche fédéraux, Frédéric Lacroix, dont j'ai parlé tantôt, il a étudié ça minutieusement. Plusieurs chercheurs l'ont fait. Puis lui, il a trouvé, par exemple, de 2010 à 2017, c'est passé, en tout cas, ça tournait autour de 31%. Puis là, ça a monté jusqu'à 38,5% du financement qui va aux universités anglophones, alors qu'il y a 9% en anglophones. Alors, il y a vraiment un surfinancement. Puis c'est sûr que pour les nouveaux arrivants, ben c'est prestigieux, l'Université McGill. Ah ouais, mais si on a à faire un choix, c'est ceux qui vont aller là. C'est ça. C'est rien contre eux autres. Ça, c'est pas nouveau non plus. Au début, il y en a, on a vu récemment, il y a eu une petite controverse au Comité des langues officielles, mais il y en a eu plusieurs, là, parce que d'un côté, du côté anglophone sont habitués de faire, moi, ce que j'appelle du Québec bashing, là, et de nous traiter un peu de tous les noms parce qu'on veut vivre en français. Puis il y en a un, monsieur Iacono, lui, il a répété, souvent il y a de la désinformation, mais lui, il a dit que on l'a empêché, qu'on l'a pas accepté dans les écoles françaises, qu'on n'acceptait pas les Italiens dans les écoles catholiques, les écoles francophones. Moi, j'ai souvent entendu dire ça, mais je me suis dit, coudonc, c'est-tu vrai? Est-ce que... Puis j'étais allé voir, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il y a une étude qui était assez en profondeur là-dessus, puis qui dit que c'est totalement faux. En fait, si tu regardes dans les années 50, la moitié des enfants d'immigrants italiens allaient dans les écoles françaises. Puis ce qui arrivait, c'est que c'était un peu... lui est allé voir les procès-verbaux des commissions scolaires, tout ça. Puis il y en avait, par exemple, à un moment donné, il y a eu un groupe de nouvel arrivants d'origine israélienne, d'origine juive. Et eux autres, ils ont négocié de faire partie des écoles protestantes, d'être considérés comme des protestants, parce qu'ils voulaient aller du côté où il y avait le plus d'argent. Les écoles anglaises étaient beaucoup mieux financées, beaucoup plus... Puis ils voyaient bien l'économie fonctionnait en anglais, surtout avant la loi 101. J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait prendre ce financement-là qui vient des langues officielles, puis on pourrait le mettre justement pour financer justement les écoles françaises, puis les services en français, puis... On pourrait le faire en partie, mais c'est sûr que c'est le gouvernement fédéral qui contrôle, puis il trouve toujours toutes sortes de façons de contourner. Mais il y a une partie de cet argent-là qui passe par des ententes Canada-Québec. Fait que le Québec pourrait refuser, dire, bon, mais nous autres, on n'accepte pas cet argent-là. Puis à ce moment-là, parce que les ententes Canada-Québec, pour, disons, les établissements d'enseignement, ils appellent ça les programmes de développement des communautés minoritaires de langue officielle, là. Mais à ce moment-là, ils donnent environ, je pense, c'est à peu près 68 millions par année pour les institutions d'éducation au Québec. Là-dessus, il y en a environ de 45 à 45 millions qui va pour les établissements d'enseignement anglophones. Il y en a seulement... Pour avoir un cours en français? Améliorer l'enseignement de l'anglais.
dans les écoles anglophones. Mais en quoi ça a rapport avec Puis, le français, ça? Non, ça n'a pas rapport. Dans le fond, la loi, il s'est dit, elle vise à renforcer la communauté anglophone au Québec. Mais il y a une petite partie, c'est 4,4 millions, qui sert à l'enseignement du français dans les écoles anglaises. Mais il y a une autre partie, je pense, c'est environ 18-19 millions, qui sert, ils sont généreux quand même, ils donnent aux établissements francophones, mais pour l'enseignement de l'anglais. Pour toutes sortes de programmes pour favoriser l'enseignement de l'anglais dans les écoles, les cégeps, les universités francophones. Si le gouvernement du Québec, puis le gouvernement du Québec, officiellement doit ajouter le même montant pour les établissements d'enseignement anglophones. Alors, il pourrait se retirer de l'entente. Puis à ce moment-là, bon, mais il ne recevrait pas cet argent-là, mais au moins, ça irait pas renforcer les écoles anglophones, le système anglophone qui est déjà surfinancé. Si on en revient avec les universités, y aurait-il moyen de pouvoir les surfinancer pour que justement qu'ils deviennent égales prestigieuses ou si c'est pas plus prestigieuse, tu sais, comme l'Université de Montréal. Mais moi, je pense que en dénonçant ça, il y a assez peu de gens qui savent ça, que le financement des langues officielles au Québec, ça serait à peu près juste à l'anglais. Et même la dernière loi, la loi fédérale, elle a été renouvelée l'année passée. Nous autres, on a essayé de faire changer ça. En tout cas, on a fait venir des chercheurs du Québec, Lacroix, puis tous ces chercheurs-là sont venus... Parce qu'ils ont quand même reconnu le fait qu'il y avait un déclin du français au Québec. C'est ça. Ce qu'on a obtenu, tu vois, je pense en 2020, ça, qu'il y a eu cette affirmation-là. Puis avant ça, c'est Sonia Lebel, qui était ministre des Affaires intergouvernementales pour le Québec, avait dit, nous, pour négocier avec le fédéral, notre condition de départ, c'est qu'ils reconnaissent que des deux langues officielles, il y en a juste une qui est minoritaire, c'est le français. Ils n'ont pas reconnu ça, mais ils ont reconnu que le français est minoritaire dans le Canada. En incluant un éclair de génie. Là. Mais ça, on le savait depuis longtemps. Mais ils ont mentionné qu'il y a 8 millions de francophones entourés de 360 millions d'anglophones. Mais dans les 8 millions, il y a le Québec qui est là. Donc, ils ont admis implicitement que le Québec est minoritaire. Puis ils ont ajouté que le gouvernement fédéral, parce que moi j'ai remarqué ça, tous les discours du trône, ils disaient, le gouvernement fédéral défend le français hors Québec et l'anglais au Québec. Puis je trouvais que ça avait pas de sens. Là, ils ont dit, on reconnaît, mais là, ils disent, on reconnaît que le gouvernement fédéral a une responsabilité aussi à défendre le français au Québec. Mais donc, ça, c'était un gain. Puis ça, c'est inscrit dans la nouvelle loi. Mais ce qu'ils ont fait... concrètement, c'est ça. C'est qu'en même temps, ils ont gardé le concept là, des communautés de langue officielle en milieu minoritaire qui définit l'anglais. Ils ont continué à dire qu'ils vont défendre l'anglais au Québec, mais ils ont dit qu'ils vont aussi défendre le français au Québec. Puis dans il y a eu l'étude article par article là, pour arriver à changer la loi. Nous autres, on a présenté les propositions du gouvernement du Québec pour que la loi 101, par exemple, soit prédominante. Quand la loi 101 arrive en conflit avec la loi sur les langues officielles, nous, on constate que ça devrait être la loi 101 qui prime. Parce que, on est une nation, on est un peuple, puis t'as le droit à l'autodétermination des peuples, si on devrait. Puis dans ce droit-là, qui est reconnu à l'ONU, il y a le droit d'assurer la survie de notre langue, puis de déterminer, de décider par nous-mêmes de nos politiques pour, disons, continuer à exister comme peuple. Mais malgré ça, mais on a réussi quand même à faire quelques changements. À un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que
Il y a Anthony Hosfather avec Marc Garneau, député de Westmount, puis Mme Lambropoulos de Saint-Laurent, tout ça, qui ont débarqué au comité des langues officielles, puis là, eux autres, là, ils voulaient pas du tout qu'on reconnaisse le français, ils ne voulaient pas du tout qu'on mentionne la loi 101 dans la nouvelle loi fédérale, parce que dans la nouvelle loi fédérale, ils disent qu'ils reconnaissent qu'au Québec, la loi 101 établit le français comme langue officielle. Mais ils ajoutent, comme les autres provinces ont leur loi linguistique particulière, tu sais. Mais ça, ils étaient pas contents. C'est ça, ils étaient pas contents. Ils ont essayé puis en propageant beaucoup de fausses informations. Tu sais, à un moment donné, par exemple, on a Marlon Jennings, la présidente du QCGN. Puis ça, j'ai une citation ici, tu sais, elle dit « Nos revenus médians sont nettement inférieurs à ceux des francophones du Québec. Au Québec, près d'un anglophone sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté. » Puis là, rajoute « Ne rien faire reviendrait à dire aux Québécois anglophones « Vous pouvez prendre l'autobus, mais asseyez-vous en arrière. » Encore une référence au racisme. À la ségrégation. Puis dans le fond, c'est que... Il faut avoir du culot quand même. Oui, moi j'ai sauté de ma chaise, mais j'ai été le seul. C'est quasiment pas considéré qu'est-ce qu'ils ont vécu, eux autres, les Noirs aux États-Unis. Oui, comparer la situation. Tu sais, moi, j'ai dit ceux qui sont assis en arrière de l'autobus au Québec, c'est les francophones en quart. Tu sais, puis quand tu fais toutes t'analyses les chiffres, tout ça. Puis pour dire ça, qu'ils sont plus pauvres, ils utilisent l'indicateur de première langue officielle parlée dont j'ai parlé tantôt, qui inclut 33% des immigrants. Ils disent eux autres même, beaucoup de gens issus, pas seulement, mais de gens issus de pays sous-développés. Puis il inclut les Premières Nations comme les anglophones, parce que bon, les réserves indiennes, ça c'est fédéral. Fait que c'est le même qui arrive à ces chiffres-là. Fait qu'il arrive, mais si tu prends la minorité historique anglophone, sont encore à un niveau supérieur économique, tout ça. Mais oui. Si tu utilises, disons, la langue maternelle, langue d'usage à la maison, tu arrives à d'autres résultats. Si tu utilises la langue de travail, ben, je pense que ceux qui travaillent en anglais, ils gagnent encore plus de 15 000 de plus par année. Fait qu'il y a encore des inéquités entre les langues, mais ces groupes-là viennent présenter les données. Quand tu as eu la loi 96, ça a été... c'est à chaque fois qu'il y a un mouvement pour renforcer le français, mais tous ces organismes-là montent aux barricades. Puis là, ils passent à l'offensive. Tu sais, t'as eu les townshippers, disons, qui ont dit que la loi 96 était totalement irresponsable, non conforme aux normes, aux valeurs d'une démocratie occidentale. Tu sais, pourquoi? Parce que la loi 96, elle disait, par exemple, que les services publics aux nouveaux arrivants doivent être en français après 6 mois. Ils donnent un 6 mois d'adaptation. Puis ça n'empêche pas que tu peux avoir de la traduction. On trouve toujours un moyen de servir les gens s'ils comprennent pas le français. Mais à cause de ça, il y a eu vraiment un mouvement, il y a eu différents accès. Tu regardes le QCGN, il a fait des audiences publiques où tu avais des gens importants, des politiciens, des anciens sénateurs, tout ça qui était là. Puis t'as par exemple le président des West Québécois, là, c'est un organisme de l'Outaouais là, qui a dit « Nous ne sommes pas l'Allemagne nazie avec la loi 96, mais nous faisons un pas dans cette direction. » Il dit que ça relevait d'un nationalisme xénophobe, du fascisme. Puis bon, il y en a toute une série d'exemples de ces groupes-là qui sont arrivés, mais ça, dans les médias anglophones, c'est propagé beaucoup. Au Canada anglais, c'est propagé avec la beaucoup. Gazette. C'est ça, la Gazette, le National Post, tout ça. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Quand ces gens-là sont débarqués au Comité des langues officielles fédérales, moi, je siège là-dessus, on est 1 sur 12, le Bloc.
sais. Fait que c'est pas facile, mais on réussit. Mais quand ils sont arrivés, par exemple, les conservateurs voulaient se montrer ouverts au Québec, puis ils avaient proposé des propositions d'amendement qui venaient du gouvernement du Québec. Mais quand Housefather, tout ça, sont débarqués, ils ont retiré toutes leurs propositions favorables au Québec. Puis après ça, ils ont voté contre tout ce qui ciblait le Québec particulièrement, qui visait à favoriser vraiment le français au Québec. Ça devait faire partie de toutes les autres provinces. Ouais, ben c'est ça qui est triste avec les conservateurs, c'est que ils parlent d'un côté en français, un côté de la bouche en français, mais Chris, il parle de l'autre côté en anglais. C'est ça. Puis la majorité de leurs électeurs, comme tous les participants canadiens, les libéraux, le NPD, tout ça, c'est des électeurs anglophones. Leurs députés, c'est des députés anglophones. Puis ce qui est arrivé, c'est que les députés québécois, disons des conservateurs, il y en a peut-être qui pensent qu'on a raison puis qui voudraient bien appuyer, mais c'est pas eux autres qui mènent. Il faut qu'ils suivent la ligne de parti. Puis il n'y aura pas, c'est ça, à l'encontre de leur propre parti. Ils savent qu'ils vont se mettre des bâtons dans les roues pour monter. Ils suivent. C'est pour ça que cette stratégie-là de financer les groupes de pression, puis on regarde les institutions fédérales, c'est gros le gouvernement fédéral, là, la fonction publique fédérale au Québec. Puis il y a eu une étude il y a pas longtemps qui a montré que 68% des postes de la fonction publique fédérale exigent la connaissance de l'anglais au Québec. Mais hors Québec, c'est 13% qui exigent la connaissance du français. Mais 68% pour 9% en anglophone, disons, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas eu un scandale ici à la GRC à propos de ça? Ben oui, la GRC, mais la GRC, à un moment donné, ça a fait les manchettes parce que pour des postes bilingues, ils engageaient des unilingues anglophones, puis avec la promesse d'apprendre le français. Mais on l'a vu avec Michael Rousseau, avec beaucoup d'autres gens, ils s'engagent, ils disent qu'ils suivent des formations en français, mais dans le fond, Monsieur Rousseau, quand il est venu au comité des langues officielles, je pense que ça faisait 6 mois qu'il avait dit qu'il prenait des cours de français, puis il était même pas capable de lire un petit mot là, en français. Ouais, là, c'est ça. Que, c'est comme le Canadien de Montréal. Oh, merci beaucoup. C'est ça. Il parle français. C'est ça. Puis même la GRC, c'était drôle parce que le chef de la GRC, c'est Mike Duhem. Puis lui, je pense que c'est un frère. En tout cas, il parle bien français, tout ça. Puis là, je lui ai dit, trouvez-vous ça normal qu'au Québec, il n'y a aucun poste français essentiel? Français essentiel, ça veut dire qu'il exige seulement que tu connaisses le français. Mais au Canada anglais, l'immense majorité des postes sont anglais essentiels. Lui, il dit, c'est pas vrai ça. Puis là, il y avait une femme de la GRC à côté de lui, une spécialiste. Puis là, elle l'a regardé. Non, c'est vrai. Ouais. Là t'avais le chef de la GRC qui dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, aucun poste français essentiel au Québec, alors qu'il y en a ailleurs. Il était-tu sincère? Je pense pas qu'il y a rien qui va changer, parce que c'est tout l'establishment en haut. Mais tout ce qu'on peut changer, nous, on essaie de le faire changer au Bloc, parce que c'est notre survie en tant que peuple, là, le français. Mais il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ce financement-là, parce qu'il est inéquitable. Puis la nouvelle loi, on a réussi à faire passer quand même quelques changements, puis notamment qu'il y a une responsabilité de défendre le français. Puis j'ai même réussi à faire passer un article, je pense que c'était une proposition du gouvernement du Québec qui disait que un des objets de la loi sur les langues officielles, c'est d'assurer une majorité de francophones au Québec, la seule province là, où le foyer de la francophonie canadienne, quelque chose comme ça. Puis au début, les libéraux, ils ont argumenté contre. M. Housefather, ça a donné qu'il était là. Puis là, il a demandé, il y a tout le temps un panel de spécialistes. Puis il a demandé... le légiste en chef là, le Canadien, tout ça, il a demandé ce qu'il en pensait. Ben, il dit, c'est déjà accepté par la Cour suprême. Il dit, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là, un des objectifs. Fait que, ils ont été pris, ils n'ont pas voté contre. Mais M. Housefather, lui, s'est abstenu. Mais cet article-là, il est dans la nouvelle loi. Mais malgré ça,
on aurait pu penser qu'on arriverait à faire changer un peu les choses. Puis ils ont annoncé l'an dernier le plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, le plan pour les nouvelles subventions. Puis là, au départ, ils parlaient pas du tout du français. Pour le Québec, c'était juste des projets pour la communauté anglophone. Puis moi, des journalistes qui m'entendent là-bas au comité parler, puis répéter, puis qui étaient au courant là, que je faisais une étude là-dessus, tout ça. Il y en a un qui a demandé, il y avait eu comme un brefage technique pour les journalistes. Puis il a demandé, oui, mais quelle partie va au Québec? Puis c'est ça qui est pas correct non plus, c'est qu'ils présentent ça, puis c'est juste des anecdotiques, des chiffres, tout ça. Fait que tu sais pas trop où va l'argent de nos impôts. Mais il y a une haute fonctionnaire, sous le couvert de l'anonymat, qui a dit il y a à peu près 20% qui va pour le Québec. Elle dit, c'est à peu près le poids démographique. Fait qu'il dit, oui, mais à quoi ça sert? Ben, elle dit, appuyer l'anglais, tu sais. Fait que là, lui, il a sorti ça dans les médias. Puis là, au Québec, par exemple, Jean-François Roberge, le ministre de la langue française, au départ, il avait dit, très bonne nouvelle pour les francophones hors Québec, etc. Puis là, je pense que c'est Pascal Bérubé qui a dit, oui, mais il n'y a rien pour le français. Êtes-vous le ministre des francophones hors Québec ou le ministre de la langue française au Québec? Puis là, il a regardé ça, puis il dit, oui, c'est vrai, je vois rien pour le français au Québec. Ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait rien qui est pour les groupes de francophones. Puis là, la ministre des langues officielles, c'est Mme Petitpas-Taylor. Elle a dit, oui, mais il y a une partie de l'argent qui va pour la francisation des anglophones. Là. C'est le petit 4 millions là, dont je parlais tantôt, là, qui sert à financer l'apprentissage du français dans les écoles anglophones, puis un autre programme un peu comme ça. Mais en tout, on avait calculé de façon très précise, là, de 95 à 2022, 94% de l'argent qui va pour l'anglais, seulement 6% pour le français. Puis là, il y a eu un nouveau ministre, puis lui, il a sorti un lapin de son chapeau. Il a dit, écoutez, le nouveau financement là, qu'on vient d'annoncer, là-dessus, il y a 50% qui va aller pour le français. Puis là, je regardais ça, mais il avait annoncé, je pense, c'est 165 millions de projets sur un budget total de 4,1 milliards. Au Québec, si tu calcules 20%, c'est 820 millions. Puis si tu calcules le 50% de 165 millions, on a calculé ça. Puis on arrive à 6,1% pour le français. Fait que c'est la même affaire. Fait qu'il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Fait qu'ils veulent continuer à financer l'anglais au Québec exclusivement, à peu de choses près, alors que le français est en déclin. Tout le monde le dit, tout le monde le constate. Fait que le gouvernement fédéral, moi je pense que plus les Québécois vont être au courant de ça, ils sont pas d'accord. J'ai fait faire un sondage tout ça, puis c'est sûr que les gens sont pas d'accord pour que le gouvernement fédéral vienne financer l'anglais au Québec avec nos taxes, nos impôts, en donnant à peu près rien pour le français. Là, on parle en matière de langue officielle. Parce qu'il y en a qui viennent, je pense que Mme Joly a dit oui, mais on donne je sais pas combien de millions aux universités francophones. Mais là, j'ai dit oui, mais à comparer à ce que vous donnez, mais ça, c'est pas les langues officielles, ça, c'est les fonds de recherche canadiens, c'est un autre dossier. Puis ils favorisent encore beaucoup trop mais l'anglais. Ça contribue, c'est quand même... Fait que de toutes les façons, c'est comme si ils favorisent toujours beaucoup plus l'anglais. Ils n'ont aucune gêne. Mais si les Québécois favorisent le français, là, on est raciste, puis c'est épouvantable. Fait qu'il y a vraiment... on est des oppresseurs. On se fait présenter toujours comme une méchante majorité, alors que on est minoritaire dans le Canada. Puis le Canada, le gouvernement canadien, il peut légiférer. Ça va toujours être la loi sur les langues officielles qui prédomine sur la loi 101. Puis même pour les entreprises de compétences fédérales, ça a été vraiment ce qui a été le plus difficile, c'est que on avait, au fil des années, le Bloc a toujours défendu que la loi 101 s'applique aux entreprises de compétences fédérales. Il y avait comme un vide juridique. La loi sur les langues officielles parlait pas des entreprises privées. Puis au Québec, il y avait la loi 101, mais ils n'ont pas trop osé l'appliquer aux entreprises de compétences fédérales. Là, le gouvernement du Québec avait décidé de le faire.
Mais puis on avait l'appui des conservateurs puis du NPD qui avait dit au fil des années qu'ils appuieraient ça. Là, on est arrivé, mais là, les libéraux, eux autres, étaient toujours contre. Puis ils ont maintenu ça. Je pense que le gouvernement du Québec, ils ont peut-être eu peur que le NPD ou quelqu'un recule ou que le Sénat défasse ça. Fait qu'ils ont accepté, on est arrivé un peu à la dernière minute. Puis on s'est fait dire par M. Roberge, on a obtenu des gains fantastiques. Il y a des articles de la loi 101 puis pour la langue de travail qui vont être intégrés dans la loi sur les langues officielles. Mais dans la loi sur les langues officielles, il continue à dire si une entreprise de compétence fédérale décide qu'elle ne veut pas se soumettre à la loi 101, elle a juste à signer un formulaire puis elle soumet juste à la loi fédérale. Puis la loi fédérale, est-ce que vraiment ils vont assurer qu'il y a des services en français, que la langue de travail soit en français? Il y a des articles qui disent ça, mais comment ça sera appliqué, on le verra. Mais à chaque fois, c'est un peu de la poudre aux yeux, juste ça, pour faire beau, mais... C'est ça. Ce qui fait que, dans le fond, moi, je suis devenu indépendantiste parce que je suis devenu convaincu que la seule façon d'assurer l'avenir du français, c'est l'indépendance. Oui. Tu as eu la loi 101. La loi 101, il y a eu une mobilisation pour arriver à ça. Il y a eu le mouvement Québec français là, dans les années 60, 70. Là, c'était toute la société civile qui était réunie. Puis ils ont réussi à obtenir la loi 101, puis là, le fédéral s'est viré de bord, puis tout l'a défait en morceaux. Ouais, c'est ça. Par toutes sortes de stratégies. Là, tu as la loi 96 qui va pas aussi loin, qui, tant qu'à moi, va pas assez loin. Mais là, ils ont doublé le programme de contestation judiciaire. Je pense que ça va servir à contester la loi 96. Ils continuent à financer les groupes de pression anglophones qui disent que la loi 96, c'est raciste, etc. Avec plein de déclarations polémiques. C'est ça. Puis qu'est-ce qu'il y a de raciste à servir les nouveaux arrivants en français? Il n'y a rien de raciste là-dedans. Puis on leur donne un temps pour l'apprendre. Si vous allez au Canada anglais, là, il n'y a même pas de service en français pour les francophones. Fait que c'est pas, c'est pas nous autres les racistes. Là. Mais ça, faut le dire, faut l'expliquer. Puis au Québec, ben, faut, l'espoir que moi j'ai, c'est que d'une part, le Parti québécois, le Paul Saint-Pierre Plamondon, tout ça, il y a des revendications très fortes. Il est revenu aux revendications historiques du PQ. Puis la loi 101 au cégep, un financement équitable des universités anglophones et francophones. Même une autre aberration, c'est que la loi 101 ne s'applique pas à l'enseignement professionnel. Alors, elle s'applique pas à l'enseignement aux adultes. Alors, la majorité des nouveaux arrivants qui s'installent au Québec, c'est pas des enfants, c'est des adultes, la grande majorité. Alors, ces gens-là peuvent décider, ou des gens qui n'ont pas fini leur études secondaires, tout ça, qui sont adultes, ben, ils peuvent décider d'aller apprendre à être plombier ou de toutes sortes de techniques en anglais. Mais si vous apprenez à être électricien en anglais, ben, vous allez travailler en anglais, tu sais. Oui, fait que ça n'a pas de sens que... fait qu'il y a beaucoup un renforcement qui peut être fait par le gouvernement du Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon dit qu'il va le faire, mais c'est sûr que le gouvernement fédéral va bondir encore pour essayer de l'affaiblir. C'est pour ça que, dans le fond, la seule solution, c'est l'indépendance, parce que l'indépendance, à ce moment-là, ben, on va collecter tous nos impôts. En ce moment, on envoie la moitié de nos impôts fédérales. Puis, qu'est-ce qui nous revient, disons, pour les langues officielles, pour la question linguistique? Ça revient pour l'anglais. Ouais. C'est notre argent. Ben, ça revient pour nous faire assimiler. C'est ça. Qu'il y ait une partie de cet argent-là qui serve aux francophones hors Québec. On est d'accord avec ça, tout le monde. Mais que l'argent qui revient au Québec serve à appuyer l'anglais alors que c'est le français qui est menacé, ça n'a pas de sens. Alors, il faut le dire, il faut le propager. Puis, je vous remercie. Moi, je pense qu'il faut... on l'a rendu public en novembre. Ça a été assez bien... ça a assez bien sorti, mais dans les médias écrits, le Journal de Montréal, la presse, le Devoir, tout ça, naturellement, de Gazette,
Gazette. Au début, ils ont reproduit pas mal. Personne n'a contesté mes chiffres, mais c'est difficile à contester, c'est les chiffres des comptes publics canadiens. Mais le QCGN, par exemple, a dit Mario Beaulieu fait de la désinformation parce qu'il dit qu'on n'est pas une minorité, on est une minorité, on a le droit à cet argent-là. Mais ils sont une minorité numérique, mais ils font partie de la majorité canadienne. C'est pas comme les Acadiens ou les Franco-Ontariens, tout ça, là, qui eux autres sont vraiment opprimés tant qu'à moi. Là. Ben oui. Mais puis sont manipulés par le fédéral. Mais la loi fédérale leur donne du financement, mais pas assez. Puis est-ce que vous allez critiquer, est-ce que vous allez mordre la main qui vous nourrit? C'est très difficile. Mais ils utilisent ces organismes-là contre le Québec jusqu'à un certain point pour justifier d'appuyer l'anglais au Québec. Ouais, c'est ça. Alors, on essaye de... Ça devient comme un piège. Ouais, on essaye de faire alliance avec eux autres. Puis de les inclure. Puis c'est ça le plus possible. On appuie les revendications des francophones hors Québec, mais on essaie de faire en sorte qu'eux autres appuient pas les anglophones au Québec, ce qu'ils sont portés à faire. Puis parfois, si c'est le principe de symétrie, tu sais, ce qu'ils donnent aux francophones hors Québec, mais ils veulent le donner aux anglophones du Québec, mais ça marche pas toujours. Les francophones hors Québec, il reste si on regarde au début de la loi de la loi sur les langues officielles, il y avait, je pense, c'est 4,1% de francophones hors Québec, en termes de 4,3% en termes de langue parlée à la maison. Dans tout le Québec. Dans tout le Canada hors Québec. Ouais. Puis aujourd'hui, en 2021, il en reste combien? 2,1%. Ça veut dire qu'il y a juste 2,1% de la population hors Québec au Canada qui utilise principalement le français à la maison. Ça a diminué de moitié. Ben oui. Langue maternelle, c'est passé de 6% à 3,5%. Fait que c'est sûr que c'est pas... Puis, comme je disais tantôt, Statistique Canada, il prévoit au Québec, on passerait là, de 78,9% en 2011 à 69%. Ça, c'est langue maternelle. Langue d'usage à la maison, de 81,6 à 73,6. Fait qu'il faut agir maintenant. Déjà, le gouvernement du Québec a quand même pris un minimum de mesures pour renforcer le français, mais c'est pas suffisant. Ça sera pas. Il y a pas de changement structurel. Mais le peu de changements qu'ils ont fait, mais là, déjà, le gouvernement fédéral, avec les groupes de pression, tout ça, ont déjà commencé à s'y attaquer, ont déjà commencé les poursuites juridiques. Mais quand ils disent, tu sais, que Paul Saint-Pierre Plamondon, à un moment donné, il disait ça à François Legault. Il disait il faudrait qu'il aille chercher un référendum en immigration ou chercher une souveraineté en immigration. C'est quoi ça veut dire, ça? Ben, c'est que si, disons, il y avait un référendum qui dirait aux gens, est-ce que vous considérez que le Québec devrait avoir tous les pouvoirs en immigration? Mais en quoi ça va changer, ça, même si on disait ce que ça changerait, vous avez raison, c'est que ça ferait une pression sur le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral pourrait ne rien faire. Ouais. C'est juste pour mobiliser l'opinion publique, pour essayer de faire changer les choses. En même temps, à chaque fois qu'ils nous ont donné des pouvoirs, on est allé chercher des gains, c'est quand que la souveraineté au Québec était en haut de 75%. Si on regarde l'entente Colin Couture, tout ça qui s'est fait sous René Lévesque, ça a donné le pouvoir de sélectionner les immigrants travailleurs. Puis à ce moment-là, ils ont incité plus pour que les gens connaissent le français quand ils arrivent au Québec. Puis ça a fait augmenter les transferts linguistiques vers le français. Parce que les gens qui acceptaient souvent, par exemple, je sais pas, des Maghrébins qui sont allés en France, qui ont appris le français, qui reviennent au Québec, mais ces gens-là avaient déjà fait des transferts vers le français. Ça fait que ça a permis d'aider aux Français. T'sais. Mais le gouvernement fédéral a trouvé une façon de contourner par les permis d'études temporaires, tout ça, par l'immigration temporaire,
qu'eux autres acceptent. Normalement, c'est dans la catégorie des travailleurs, mais ils exigent pas la connaissance du français. Fait que souvent, c'est un peu ça, c'est que des façons de contourner. Puis bon, on a beau le dire, tous les tribunaux fédéraux, là, c'est juste le premier palier des tribunaux qui est de compétence du Québec, dont les juges sont nommés par le Québec. Sinon, les juges sont nommés par le fédéral. Ouais, c'est ça. Puis là, voici, ils se cachent en disant comme nous, on va laisser les tribunaux faire leurs affaires. Mais en même temps, c'est eux autres qui choisissent les juges. On a vu des scandales. Mon collègue Réal Fortin parlait de la libéraliste, là. Une liste des libéraux pour choisir les juges. Là. OK. Parce qu'il y en a un qui vient de sortir, là, justement, à propos de la loi 21, là, qu'il faut qu'il... Ben oui, il y en a qui sont des militants actifs contre la loi 21, puis qui sont juges. Ben ouais. Ben là, c'est l'impartialité des juges. Ben oui. C'est supposé être Frédéric Bastien là, qui avait beaucoup défendu ça. Là. Ben ouais. Ça, on a perdu un joueur important. Là, mais, ouais, je voulais l'inviter en plus sur le podcast. Ouais, il était vraiment bon. Mais il faut l'expliquer aux gens. On a le droit d'assurer l'avenir du français. J'essaie d'aller voir les jeunes. Puis je pense que pour les jeunes, la justice, c'est important. Puis c'est une injustice avant toute chose, la question de la langue au Québec. Parce que on utilise notre argent comme ça, que 94% de l'argent des langues officielles servent à appuyer l'anglais. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire que c'est juste et équitable. Il s'agit de le faire connaître, que la population le connaisse. Même le ministre, il trouve des faux fuyants. Ils défendent pas ça. Avant, il aurait dit non, les anglophones sont une minorité. Puis il y en a qui disent oui, mais les anglophones dans les régions ont de la misère, etc. Mais moi, ce que j'ai vu, il y a beaucoup aussitôt qu'il y a un minimum d'anglophones dans une région, les transferts linguistiques vont vers l'anglais, tout ça. C'est pas vrai que... puis n'importe quelle région, il y a des écoles anglophones, ce qui n'est pas du tout le cas pour les francophones hors Québec. Alors, moi, je pense que c'est vraiment injuste, la loi fédérale. Il faut vraiment l'expliquer. Il faut se mobiliser. Parce que si on le fait pas, ben on va disparaître graduellement. Là. Puis on le voit à Montréal, même moi dans Pointe-aux-Trembles. Je le vois, il y a des parents, il y a même des étudiants qui m'ont appelé, qui ont fait un petit podcast avec moi parce que eux autres, c'est des étudiants, je pense, de la polyvalente de Pointe-aux-Trembles, là, mais c'était pas l'école Daniel Johnson, mais en tout cas une école à Pointe-aux-Trembles, puis ils disaient, mais nous autres, ça nous fait réagir d'entendre des francophones qui se parlent en anglais entre eux autres dans les écoles. Puis on l'a vu, il y a un monsieur qui a fait un livre, là, puis beaucoup de parents ont fait des sorties, puis des écoliers qui disent que même dans les écoles françaises à Montréal, les francophones sont minoritaires. Puis c'est de plus en plus l'anglais qui prédomine, puis les francophones se font intimider, puis c'est des kebs, puis des fait que c'est pour ça, il faut valoriser notre culture. On a le droit, comme vous l'avez dit tantôt, on a le droit d'être fiers de notre culture. Puis le Québec, moi je trouve, c'est un endroit qui est vraiment exceptionnel. C'est peut-être l'endroit le plus, c'est ça, un des endroits les plus égalitaires au Canada et en Amérique. T'sais. Puis on a cette mentalité-là, sauf qu'il faut peut-être pas tomber non plus dans la bonasserie, là, puis de se laisser assimiler, puis se laisser manipuler. Là. Faut qu'on réagisse. À travers l'histoire, là, les patriotes, c'était des gens qui étaient là pour la démocratie, c'était des républicains, ils prônaient la laïcité aussi, puis ils se sont battus là vraiment à force inégale pour le peuple québécois, ils sont fait écraser, mais normalement, c'est grâce à eux autres si on a réussi à avoir un système démocratique.
c'est grâce à eux autres si on continue à parler français. Mais à travers les générations au Québec, il y a toujours eu des mobilisations pour le français qui font qu'on parle encore français. Mais moi, je pense qu'on est vraiment rendu à cette étape-là. Il faut se remobiliser. Puis tant qu'à moi, il faut se remobiliser pour l'indépendance du Québec. Puis là, on a une chance de le faire. On voit le Parti québécois qui augmente dans les sondages. Ça va bien pour le Bloc aussi. Normalement, il va y avoir une élection, c'est en 2025 pour le Bloc. Après ça, 2026 pour le PQ. Si le PQ maintient son avance, puis s'il réussit à l'accélérer, il faut expliquer aux gens les avantages de l'indépendance. Dans le dossier de la langue. Faut bien le vulgariser aussi. C'est ça. Dans le dossier de la langue, c'est évident qu'un Québec indépendant, on aurait tous nos moyens, on pourrait... les nouveaux arrivants, les accueillir en français, puis bon... C'est ça, parce qu'il a parlé du budget de l'an 1, là, puis tu sais, il disait justement qu'on était gagnant. Financièrement. C'était même très financièrement vivable, là, un projet d'indépendance. Il y a une étude comme ça qui avait été faite, je me souviens pas en quelle année, mais c'est François Legault qui l'avait faite. C'est ça, ils ont pris ces chiffres. Lui, il trouvait que le Québec gagnait 3 milliards par année, je pense. Parce que si tu calcules les impôts, les taxes, ça qu'on envoie à Ottawa par rapport aux services qu'on reçoit. La question, c'est est-ce qu'on pourrait se payer, par exemple, en 80, même en 95, je l'ai entendu, des gens qui disaient, les pensions de vieillesse, c'est fédéral. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils n'auront plus de pension. Ben oui, mais c'est payé avec l'argent de nos impôts du Québec qu'on envoie à Ottawa. Puis tant qu'à moi, on aurait sûrement des meilleures pensions parce que le Québec est plus progressiste. Nous, on milite là, pour changer et faire augmenter les pensions de vieillesse parce que c'est rendu, la pension a baissé de valeur, tout ça. Mais on aurait notre argent, l'argent de nos impôts, on pourrait décider de faire ce qu'on veut. Économiquement, ça serait rentable. Puis qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt du Québec, pas pour aller financer les estis pétrolières en Alberta. C'est ça. Le Canada, c'est un pays pétrolier. Puis tout est taxé là-dessus. Puis le Québec, même si on a Trudeau des qui se dit pour l'environnement, il a financé plus le pétrole que Harper. Fait que, mais là, avec Poilievre, je pense que ça va brasser pas mal de ce côté-là. Mais le pétrole, qu'est-ce que c'est l'énergie du passé. On en a besoin, on peut pas décider du jour au lendemain de plus utiliser le pétrole. Mais au Québec, c'est ça. Au Québec, on est un des seuls États qui produit presque exclusivement de l'énergie renouvelable à cause de l'électricité. Là, l'éolienne se développe, etc. Fait que, dans le fond, l'économie du futur, c'est notre force au Québec. Fait que faut qu'on ait les moyens de la développer. Puis, dans le fond, ce que ça a prouvé, l'étude du PQ, le livre blanc là, sur l'économie, tout ça, c'est qu'on peut financer tous les services que le fédéral assume à notre place avec notre argent, on pourrait les assumer si on récupère l'argent de nos impôts. Mais la grosse différence qu'il y a, c'est que, par exemple, les ambassades du Québec à l'international, ils travailleraient pas pour l'Ouest canadien ou pour toutes les forces économiques du Canada. Ils travailleraient pour Trois-Rivières, pour la Gaspésie, pour l'Abitibi. Ils travailleraient pour le Québec. Puis quand on négocie des traités internationaux, à ce moment-là, souvent, le Canada, ils ont sacrifié la gestion de l'offre dans les traités internationaux. Nous autres, nos agriculteurs, la gestion de l'offre, c'est majeur. Notre modèle d'agriculture est moins basé sur les grandes fermes, plus sur le... Puis, à chaque fois on est sur le point de faire passer, on a amené un projet de loi pour que dans les prochains traités internationaux, ils touchent plus à la gestion de l'offre. Mais tu sais, là encore, on va peut-être réussir à le faire, mais c'est pas dans leur intérêt. C'est que le Canada, il défend ses intérêts. Ses intérêts sont pétroliers, ses intérêts, c'est les grandes fermes de l'Ouest, pas des petites fermes au Québec ou
Fait qu'on pourrait avoir vraiment une politique qui reflète ce qu'on est, puis je pense qu'on serait... Tu regardes le Québec, il y a un indicateur qui est pas le produit national brut, mais qui tient compte de tous les indices de qualité de vie, les prix, les services publics, etc. C'est un indicateur du mieux vivre de l'OCDE. Puis à chaque fois, le Québec sort dans les premiers pays qui offrent la meilleure qualité de vie. Puis souvent, c'est pas vrai que c'est les gros pays qui ont la meilleure qualité de vie. C'est le Danemark, la Suède, c'est des petits pays nordiques qui ont des mesures sociales qui font que la vie est plus équitable, qu'il y a plus d'égalité des chances. Moi, qu'est-ce qui me fait chier, là, des fois, quand je parle avec du monde qui sont fédéralistes, là, tu sais, c'est qu'il fait... L'argument qui vient souvent, c'est comme genre, mais voyons donc, on n'est même pas capable de gérer nos hôpitaux. Imagine-toi si on avait notre propre pays. Mais l'affaire qu'ils prennent pas en compte, c'est que les hôpitaux au Québec, puis là, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais qui sont financés, qui sont supposés être financés avec un accord qui est arrivé, je pense, des années 70, c'est qu'il faut qu'ils soient financés chacun à 50%. 50% vient du fédéral, puis 50% du provincial. Puis le provincial met son 50%, mais le fédéral ne le met pas, tu sais. Fait que c'est ça qui parlait, je pense, du retour du financement pour la santé. C'est qu'ils étaient supposés recevoir genre 5 milliards pour leur part qu'ils sont supposés mettre en santé pour nos hôpitaux. Puis ils le font pas, ils ont à peine donné 1 milliard. Puis là, il essaie de donner des conditions à ça pour en avoir plus ou des affaires de même. Puis, fait que là, c'est pour ça, tu sais, comment que tu veux qu'on réussisse à bien gérer nos hôpitaux quand ils ne donnent pas le financement nécessaire pour ça, tu sais? C'est ça. Dans les années 70, c'est exactement ce que vous avez dit. Quand il y a eu l'assurance maladie, le fédéral, il finançait 50% des soins de santé dans les provinces, pas juste au Québec. S'est engagé à continuer à le faire. Puis là, je pense, l'année passée, je pense il finançait 22% des soins de santé seulement. Fait que là, c'est le les Québec provinces là, sont obligés de financer les provinces ça. Au complet. Ben, okay. ouais, mais le Québec aussi. Okay. Puis là, le Québec, qu'est-ce que tu veux, il peut pas couper dans les hôpitaux. Mais ils le font de différentes façons parce que, écoute, tu peux pas la moitié de nos impôts va au fédéral. Fait que si ça nous revient pas pour la santé, ben là, on est mal pris, là, on peut pas... Puis le pire, c'est que, dans le fond, l'ensemble des provinces, ils demandaient que ça remonte, dans une première étape, à 35% des soins de santé que le fédéral finance. 35%. Okay. Mais finalement, ils ont obtenu... tu sais, pour le Québec, je pense que ça équivalait à 6 milliards. Puis, comme vous avez dit, on a obtenu 1 milliard. Mais là, les autres milliards, là, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux pas, le système de santé, là, l'augmentation des coûts du système de santé, je pense que c'est 5 ou 6% par année, juste pour maintenir les coûts. Alors, c'est sûr que... Puis, quand tu regardes le fédéral, je pense que c'est assez évident que c'est pas mieux géré que le Québec. Tu regardes le système de paye Phoenix, là, il y a encore des difficultés, là, pas capable. Des employés du fédéral qui recevaient pas leur paye. Ou que ça recevait juste une partie de leur paye. Puis pas capable d'aller chercher. Il y en a même qui ont perdu leur maison avec ça, alors que c'était démontré. T'as plein d'exemples de la mauvaise gestion du fédéral. L'immigration, c'est assez épouvantable parce que d'un côté, Trudeau dit, mais venez-vous-en, les réfugiés de partout, on vous accepte. Fait que ils rentrent. Mais là, il faut qu'ils fassent une évaluation, voir s'ils gardent, si c'est des vrais réfugiés, puis bon, s'il y a des cas qui sont criminels, etc., il faut qu'il y ait une analyse. Sauf qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire. Fait qu'ils acceptent les gens. Les gens, ils s'installent, ils attendent d'avoir leur réponse, ils l'ont pas. C'est très long avant qu'il y ait un permis de travail. Pendant ce temps-là, c'est le Québec qui paye. L'assistance sociale, tout ça, c'est le Québec. Puis ils veulent pas compenser. Fait que ils nous envoient plein pendant un bon bout de temps, c'est 50% des réfugiés qui arrivent au Québec. Fait que ça, c'est ça. Ils ont estimé que c'était 1 milliard à peu près que le fédéral devrait nous compenser. Il le fait pas. Puis l'autre chose, c'est que nous autres, dans les bureaux de députés fédéraux, là, on a plein de demandes de réfugiés et tout ça, qui attendent. Mais d'un fois, là, c'est dramatique. C'est des familles. Ils sont installés ici, ils ont leur enfant, ils ont eu leur enfant, ils vont dans les écoles, tout ça, puis là, ils reçoivent un avis de déportation.
Là, c'est vraiment épouvantable. inhumain. Ben Il y a oui. des gens là, qui sont francisés, qui fonctionnent, qui travaillent, puis reçoivent un avis de déportation. Fait que ce qu'il faudrait, c'est que rapidement, quand ils arrivent, aussitôt qu'il n'y a pas de criminalité dans leur dossier, tout ça, qu'ils leur donnent un permis de travail, premièrement. Ils veulent travailler, ces gens-là sont pas... puis à ce moment-là, au moins, ça sera pas complètement à la charge du Québec, puis qu'ils traitent leur dossier rapidement, qu'ils les acceptent ou qu'ils les acceptent pas, mais qu'ils les laissent pas Parce que vu qu'ils n'ont pas de s'enraciner. permis de travail, ils peuvent pas travailler. C'est ça. Mais ils viennent en donner, mais des fois, ça prend 1 an avant qu'ils donnent le permis de travail. Mais cette année-là, C'est les long, gens, là, c'est un an. c'est long à essayer de survivre. En ce moment, t'as des réfugiés qui sont dans la rue. Tu sais, c'est beau accepter des gens, mais tu sais, si t'en acceptes plus que ta capacité d'accueil, c'est sûr que de notre point de vue aussi, il y a la question de la langue. Ça prend des ressources pour franciser ces gens-là oui. aussi. Puis ça, le fédéral ne donne pas ces ressources-là. On a des budgets. On a une partie du financement fédéral de francisation pour les immigrants travailleurs qui nous revient. Moi, ils me ramènent tout le temps. Ils disent, oui, mais on donne, 6 milliards par année pour la francisation des immigrants. Oui, mais ça, c'est l'argent qui venait avec la catégorie des immigrants travailleurs. Là. C'est comme quand Québec a rapatrié l'Emploi Canada, est devenu Emploi Québec. S'il avait dit, parfait, on vous le donne, mais on reprend toutes nos institutions, les bureaux de chômage du Canada, tout ça, on reprend tout ça, puis débrouillez-vous avec, on vous donne pas une scène. C'est ça, tu me Là, donnes c'est pas quoi? un transfert de pouvoir, Ah, c'est tu transfert me- des pouvoirs. Faut que tu transfères les budgets, tu Tu sais. me donnes juste le nom. C'est ça, c'est ça. Tu sais. Mais fait que c'est vraiment c'est vraiment important, je pense. Il faut réussir à récupérer nos pouvoirs le plus possible. Mais comme tu l'as dit tantôt, l'immigration, faire un référendum sur le rapatriement des pouvoirs en immigration pour le Québec, je pense que ça serait gagné massivement. Ça ferait une pression. Là, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui s'apercevraient là, que ça n'a pas de bon sens, qu'on contrôle pas. Puis là, ben, si le fédéral veut pas changer, ben là, c'est des appuis à l'indépendance. Je pense que c'est ça qu'il veut pas. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, des fois, que c'est ça, j'entends, c'est qu'ils font comme, non, nous, on n'est pas souverainistes, on n'est pas indépendantistes, on est autonomistes, tu sais. Puis là, je fais, bon, alright, c'est quoi ta patente, là? Qu'est-ce que tu me vends, là, tu sais? Puis là, il dit, nous, on va militer pour avoir des pouvoirs, puis avoir de telle façon des pouvoirs, puis... OK, puis s'ils veulent pas tes donner, on donnera pas nos impôts, on va bloquer des affaires pour... OK, puis si eux autres, ils te bloquent d'autres tours, tu fais quoi après? Mais c'est parce que tu ou tard, c'est qu'il y a un cercle qui finit par revenir à l'indépendance. Ça marche pas comme sur la langue. Moi, j'étais content, le gouvernement du Québec, puis je connais des gens aussi qui étaient impliqués pour la langue, qui sont allés travailler pour la CAQ, pour le gouvernement Legault, pour essayer de les aider à obtenir plus, puis à renforcer plus la loi 101. Puis quand on est arrivé, comme la demande de la ministre Lebel, là, de dire, faut reconnaître que des 2 langues officielles, il y en a juste une qui est minoritaire, on était contents de ça. Ils ont fait une série de demandes du gouvernement du Québec, puis même à un moment donné, on est arrivé, la nouvelle loi sur les langues officielles, à un moment donné, ils ont voulu bulldozer. Ils sont arrivés, les libéraux, ils avaient réussi à faire une entente avec le NPD pour mettre fin au débat, puis bulldozer l'adoption. Puis bon, pourquoi au début c'était pas trop clair, mais maintenant on a compris, c'est que la loi 96 elle était pour être mise en œuvre avant la loi fédérale. Puis il appliquait la loi 111 aux entreprises de compétences fédérales. Fait que les entreprises de compétences fédérales, Air Canada, le CN, tout ça, quand la loi 96 est arrivée, a été en œuvre, à ce moment-là, il était obligé de s'inscrire au comité de francisation de la loi 101, tout ça, parce que c'était la loi. Mais la loi fédérale, elle, venait dire qu'il avait le droit de s'exclure de ça, mais elle n'était pas en vigueur encore.
Fait que là, je pense que c'est pour ça qu'ils ont bulldozé. Là, nous autres, on était mal pris. Moi, je suis 1 sur 12, tout ça, mais les conservateurs aussi, à ce moment-là, ils étaient d'accord pour qu'on continue, qu'on fasse le débat assez longtemps, ou peut-être pour mettre les bâtons dans les roues des libéraux, je ne sais pas trop, mais j'ai parlé, quand on est en comité, ils appellent ça de l'obstruction systématique. On n'est pas supposé de faire ça, mais tous les partis le font parce que c'est un des moyens qu'on a. C'est que quand on commence à parler dans un comité, tant qu'on parle du sujet, ils n'ont pas le droit de nous arrêter de parler. Fait que quand j'ai vu qu'ils voulaient bulldozer, tout ça, ils voulaient proposer ça, ben là, j'ai demandé la parole. J'ai parlé, je pense, 1h30 de temps. Mon étude, là, ils l'ont tout su. Comme aujourd'hui, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis là, le monde trouvait ça drôle parce que là, les libéraux disaient que je leur faisais un cours d'histoire, etc. Puis les conservateurs, bon, ils appuyaient notre position là, de finir le débat comme il faut. Puis à ce moment-là, on leur passait à rondelle de ça, mais on a réussi à tenir ça pendant 8 réunions comme ça. Là, à la fin, je commençais à avoir épuisé mes affaires. Mais ça a permis que la loi 96 soit en œuvre avant la loi sur les langues officielles. Puis bon, là, on va voir, j'en ai des gens qui travaillent dans des entreprises de compétences fédérales qui me téléphonent, puis qui disent, bon, tu sais, il y a des coins qui sont tournés ronds, ça, j'essaie de les aider. C'est ça. Parce qu'en ce moment, avant, il y a des entreprises de compétences fédérales, là, le droit de travailler en français était complètement bafoué. Même dans la fonction publique fédérale. Le vice-président de syndicat de la fonction publique fédérale, là, je pense que c'est l'Alliance, en tout cas, mais lui est venu au comité. Moi, j'invite tout le temps les gens du Québec pour qu'ils représentent le Québec. Lui a dit que au Québec, dans la fonction publique fédérale, il y avait une discrimination systémique contre le français, qui présumait que tout fonctionne en anglais d'abord. Puis on est au Québec. Fait qu'on le voit, la fonction publique fédérale fonctionne beaucoup plus en anglais, même au Québec. Alors, tout ce poids-là, tout le gouvernement fédéral, la fonction publique, le financement des groupes de pression anglophones qui font des représentations constamment, mais ça a eu un impact majeur pour affaiblir la loi 100 au Québec, puis affaiblir le français langue commune. Puis, moi, je pense que la seule façon de récupérer ça, c'est d'expliquer, faire le débat avec les Québécois. Moi, je pense que les Québécois, ils veulent continuer à vivre en français. On n'a rien contre l'anglais. On n'a rien contre le fait d'apprendre une deuxième langue, une troisième langue. Mais au Québec, ça doit être le français qui est la langue d'usage public, la langue commune. Puis juste se sentir respecté aussi là-dedans. C'est ça. J'ai une dernière question, là, pour ça, je te laisse reprendre ta vie. En quoi que c'est bon de voter encore pour le Bloc québécois? Quoi que c'est bon? Moi, je pense que c'est crucial parce que le Bloc québécois, c'est le seul parti qui défend vraiment les intérêts de la nation québécoise. Si on regarde pour la langue, il y en a qui disent « Ouais, mais vous avez juste des députés au Québec, c'est jamais le gouvernement. » Oui, mais c'est ça qui fait que nous, on peut donner, c'est ça notre force. Ouais. Moi, je peux y aller dénoncer la politique linguistique fédérale, analyser les chiffres, aller me promener partout au Québec pour expliquer ça. Les autres députés, celle qui s'occupe, Christina Michaud, pour l'environnement, Monique Posé, ils font la même chose parce que sinon, si le Bloc est pas là, ben les intérêts du Québec, non seulement ils sont bafoués, mais on ne sait même pas comment ils sont bafoués. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut voir, tu sais, le gouvernement Trudeau, par exemple, pour l'environnement, ils vont dire qu'il y a des mesures pour subventionner la protection de l'environnement. Mais il y a une grosse partie de ces subventions-là qui sont données aux pétrolières pour essayer de rendre le pétrole moins polluant, tu sais. Puis ça ne marchera jamais. Il y en a des députés de l'Ouest qui disent « à un moment donné, les raffineries du pétrole bitumineux vont devenir complètement écologiques. » Ben non, ça marche pas. Les chercheurs, ils le disent. Mais il y a beaucoup d'argent qui va
pour ces mesures-là de captation du carbone, tout ça, puis c'est de l'énergie perdue. Fait que ça, souvent, c'est le Bloc qui va défendre ça. T'as le Parti vert, mais il est arrivé parfois, par exemple, le projet de pipeline énergie S, là, puis ça risque de revenir. Il voulait passer un pipeline à travers le Québec, des millions de barils de pétrole, même ça passait par le Saint-Laurent en partie, passer le pétrole bitumineux. Ouais, puis ça aurait fini, notamment, aussi. ça aurait passé dans mon comté, Suncor, qui voulait développer une raffinerie pour tout l'outillage pour raffiner ce pétrole-là. Mais ça donne rien au Québec. C'est juste pour vendre le pétrole albertain, le passé pour que ça en aille, ça se fasse exporter. Qu'il se fasse exporter ailleurs. T'sais. Fait qu'on a réussi à le bloquer, ce projet-là, mais c'est le Bloc qui a été vraiment le parti fédéral qui a toujours pris position. C'est là que j'avais commencé, pas à militer, là, mais à m'intéresser à la politique, puis dans le fond, à l'actualité aussi. C'est ça, c'était avec Harper, je me souviens, avec ça. Je dirais, c'est d'autant important que si, en tout cas, là, selon toute probabilité, le Bloc devrait sortir assez fort, mais il ne faut pas c'est la guerre de l'eau avant de l'avoir. Mais il faut continuer à travailler fort. Puis après ça, 2026, il y a l'élection au Québec. Là, possiblement, il y a un parti indépendantiste, un parti qui va amener des mesures pour vraiment régler la question de la langue puis de l'économie, tout ça, qui risque de prendre le pouvoir. Puis là, à ce moment-là, je pense qu'on peut faire des gains importants là, pour le Québec. Tant qu'à moi, c'est l'indépendance qui est le seul gain qui va nous permettre vraiment de se développer en tant que peuple. C'est la seule voie d'avenir. Puis il n'y a rien de hargneux. C'est pas contre le Canada anglais, c'est pour le Québec. Puis on a le droit, tous les peuples. C'est la même. C'est pas juste au Québec que ça se passe. Tous les peuples minoritaires, c'est la même chose. Vous regardez la Catalogne, bon, il y a un mouvement indépendantiste là-bas, la Kabylie en Algérie, qui ont leur propre identité, tout ça, qui se battent pour l'indépendance. Les Écossais, ils ont perdu leur langue, mais ils ont une identité, puis ils se battent pour toutes les... C'est la même chose. Est-ce qu'on veut une mondialisation qui se fait dans le respect entre les peuples ou dans la domination par un peuple? C'est Pierre Bourgault qui disait « Défendre notre langue chez nous, c'est défendre toutes les langues du monde contre l'hégémonie d'une seule. » Ouais, c'est exactement ça. Hey, merci beaucoup. Mario Beaulieu, c'est vraiment apprécié. Merci d'être venu au podcast. Mario Beaulieu, député fédéral de La-Pointe-de-l'Île au Bloc québécois. Puis, si on veut te suivre ou si on veut suivre le Bloc... mariobeaulieu.québec ou mariobeaulieu.com, mon site Internet. Toutes les données, l'étude se retrouve là-dessus. Il y a un onglet, le politique linguistique fédérale, et on le met à jour, on l'améliore, parce que je pense qu'il faut vraiment diffuser cette étude-là, puis j'en ai un volet plus complet qui s'en vient. Alors moi, je vais continuer à défendre la langue française au Québec, c'est sûr, c'est une question, on n'a pas le choix, on peut pas continuer à reculer, faut inverser la tendance, puis à Montréal, c'est là que c'est le plus important de faire du français la langue commune. Fait que ça, on travaille aussi à se mobiliser à Montréal. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis mes commanditaires qui te donnent un petit cadeau, ça vient des cafetières Bellucci et procafetière.ca. Puis c'est un beau sac de café du WhatsApp Podcast. Fait que, bref, sur ça, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. C'est super apprécié. Puis merci pour tout ton travail. C'est super apprécié. Merci à toi. À plus tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.